C'est comme lorsqu'on fait un puzzle, à la fin, s'il manque une pièce, il y a un trou et on est très très frustré, on ne voit que ça. Et bien j'ai envie de dire, légitimez-vous à vous poser des questions sur votre fonctionnement, parce que s'il faut, eh bien la neuroatypie, c'est cette pièce manquante. Cactus, le podcast qui pique les RH. Les femmes atypiques, qui sont-elles ? Bonjour à tous. Aujourd'hui avec nous pour ce nouvel épisode de Cactus, Élodie Crépel, formatrice, médiatrice, autrice et conférencière sur les atypies. Elle est l'autrice également de l'ouvrage Femmes atypiques. Bonjour Élodie, comment vas-tu ? Très bien, merci. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. J'ai toujours beaucoup d'enthousiasme à parler de ce sujet-là. Donc déjà, merci. Ça nous fait très plaisir de te recevoir sur notre podcast Cactus. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de l'atypie et plus particulièrement des femmes atypiques, vu que tu as fait un ouvrage dessus. Et je voulais savoir ce qui t'avait poussé à t'intéresser au profil atypique. Alors, les profils atypiques, déjà parce que je suis moi-même une personne atypique en fait, puisque je suis très haut potentiel intellectuel et notamment avec d'autres atypies, d'autres neuroatypies. Donc c'est un sujet personnellement qui me touche, mais aussi professionnellement, puisque j'accompagne depuis plusieurs années en fait des familles, des personnes en fait à comprendre, à connaître et à assumer leur neuroatypie. Parce que autant, en fait, toute neuroatypie confondue. Donc de quoi on parle, parce que je vais quand même peut-être expliquer ça, mais on parle en fait que ça soit du haut potentiel intellectuel ou de l'hypersensibilité, encore appelé haut potentiel sensible aujourd'hui par les spécialistes. On parle également du TDAH, des troubles 10 ou du spectre de l'autisme qui est extrêmement large. Et en fait, ça représente quasiment 30% de la population, sauf que les gens ne le savent pas, qui sont des fois confrontés à des problématiques tant personnelles que professionnelles sans savoir pourquoi en fait ça crée une sensation de décalage, une sensation de mal-être, et puis un manque de confiance, un manque d'estime, et potentiellement des choix qui ne sont pas en adéquation avec nos propres besoins. Et en fait, ces dernières années, j'ai reçu beaucoup plus de femmes que d'hommes. En ça, je pense que c'est plutôt lié, tu vois, au sexisme qui fait que les hommes ont plus de difficultés à aller vers des femmes, alors que les femmes allaient vers les hommes peut-être moins. Mais je me suis dit, mais c'est fou parce que la plupart des femmes atypiques que je reçois, que j'accompagne, eh bien, elles ne trouvent pas les réponses, en fait, dans la littérature sur les neuroatypies. Et là, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un énorme biais dans les recherches sur ce sujet-là, puisque c'était souvent fait avec des hommes. Et encore aujourd'hui, il y a 3 fois plus de petits garçons qui sont, en fait, détectés avec une neuroatypie que de petites filles. Et alors que ça concerne les deux genres, en fait, indépendamment. C'est juste qu'on le remarque davantage chez les petits garçons que chez les petites filles. Et donc j'ai voulu vraiment creuser ça, et donc ça a mis quelques années, et je me suis rendu compte qu'effectivement les femmes avaient tendance à être encore plus soumises au syndrome du caméléon, c'est-à-dire vraiment à passer inaperçue et à se conformer aux attentes en fait. Donc c'était vraiment une thématique que j'avais envie d'explorer pour répondre en fait à toutes les questions des femmes qui venaient à moi. Ok, donc finalement, est-ce que pour toi, on pourrait dire que être différent serait un synonyme d'être atypique ? Alors non, pas du tout. Alors, bien sûr, dans le terme, tout le monde est atypique parce que chaque individu sur cette planète est totalement unique et singulier. On est bien d'accord avec ça et je le remets pas du tout en question. Et en même temps, on est tous semblables aussi. Mais là, quand on dit atypie, en fait, c'est un mot pour dire neuroatypie. Alors la neuroatypie, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonctionnement en fait cognitif différent d'une norme donnée. Alors bon, on pourrait remettre en question cette norme donnée, on est bien d'accord. En attendant, d'un point de vue médical, ils ont en fait pris une norme. Alors au départ, ce terme il était vraiment cloisonné à tout ce qui était du domaine de l'autisme. La neuroatypie, ça a commencé comme ça. Et en fait, au fur et à mesure des neurosciences, on s'est rendu compte que ça concernait pas que l'autisme, aussi large soit-il. Ça concernait d'autres particularités. On se rend compte aujourd'hui, avec beaucoup d'études de plus en plus sur le cerveau, qu'il y a des personnes qui vont réagir autrement. Par exemple, si je prends l'hypersensibilité, qui est aujourd'hui fait un grand boom en France, mais moi par exemple qui vis au Royaume-Uni et j'ai fait la formation du Dr Ian Aron, ça fait très très longtemps dans le milieu anglo-saxon qu'on connaît ça en fait, c'est pas nouveau. Et on sait par exemple que dans le cerveau des personnes hautement sensibles, eh bien, il va y avoir un effet, on va dire, plus impactant lorsqu'ils vont ressentir les choses, lorsqu'ils vont observer les choses. Ils ont un sens du détail beaucoup plus développé. Et en fait, ça, forcément, quand on est neuroatypique et qu'on voit, qu'on perçoit et qu'on comprend le monde différemment, on y vit différemment. Et le but, c'est pas d'étiqueter, mais de comprendre, en fait, et de mettre, en fait, des mots sur les difficultés que ces personnes vivent au quotidien.
parce que c'est ça qui les soulage. Sinon, elles vont essayer de chercher des réponses qui ne sont pas les d'être, comme par exemple se dire j'ai forcément un problème, je dois changer, alors que pas du tout. Ça leur permet d'accepter leurs différences. Et après, qu'on soit neuroatypique ou pas, j'ai envie de dire oui, effectivement, on est tous différents. Je veux dire, ça c'est pas voilà. Et même les neuroatypiques entre eux, de toute façon, sont différents. Il y a pas, je veux dire, deux personnes neuroatypiques ne se ressemblent pas du tout. La neuroatypie, c'est qu'une pièce du puzzle d'une personne, en fait, d'une personnalité. Il faut pas dire tous les hypersensibles pleurent tout le temps, pas du tout. Ou tous les hauts potentiels sont doués en maths. Mais c'est pas du tout. Ce sont des clichés terribles. Parce que l'atypie, elle est colorée avec l'histoire de la personne, avec son éducation, avec la culture dans laquelle elle a évolué, avec ses rencontres, avec les expériences. Bref, qu'une personne ne se ressemble. Oui, bah, tout à fait. C'est ça, en fait, même dans les atypies, il y a différents profils encore qui se détectent. Et justement, dans ton livre, tu parles de 8 profils en particulier d'atypie. Est-ce que tu pourrais nous les redire, s'il te plaît ? C'est pas vraiment des profils. Dans mon livre Femmes atypiques, en fait, ce que j'ai voulu amener, c'était que je voulais pas amener juste de la théorie pour la théorie. J'avais envie que les personnes, et notamment les femmes, parce que ce livre s'adresse plus particulièrement aux femmes, mais j'encourage les hommes à le lire, bien sûr. C'était en fait de réaliser qu'il y a des problématiques propres aux femmes. En fait, c'est plutôt ça, mes profils-là. C'est-à-dire que, en fait, on rentre dans le monde de l'entreprise, puisque ce livre, c'est plutôt lié à l'entreprise, mais il peut très bien, effectivement, parler aux personnes, que ça soit qu'elles ne travaillent pas, qu'elles aient décidé ou pas travailler, ou qu'elles soient à leur compte. En fait, on rentre dans le monde de l'entreprise et il y a 8 femmes et en fait, il y a des petits. En fait, à chaque début de chapitre, j'ai voulu raconter une histoire. Donc, c'est des petites scénettes dans le monde de l'entreprise et où les profils s'entremêlent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas lieu en fait de s'intéresser qu'à son propre profil, parce qu'au début, il y a un petit test en fait du livre et on vous dit vers quel profil vous pouvez vous diriger. Mais c'est une photo à l'instant T. Et je le dis bien dans le livre, c'est-à-dire que ça n'a rien de... C'est pas du tout un diagnostic, ce n'est pas du tout une analyse. Ça ne remplacera jamais, effectivement, un livre par rapport à une séance avec un psychologue formé et qualifié. C'est vraiment, en fait, pour vous dire, peut-être qu'il y a un angle aujourd'hui à travailler en priorité. Et en fait, ça permet aussi de voir, peut-être, de repérer certaines collègues avec qui on ne s'entend pas, ou avec qui, on ne sait pas, on accroche bien, ou au contraire, on n'arrive pas à les comprendre. Et je sais que j'ai beaucoup de témoignages femmes qui disent, mais en fait, c'est incroyable parce que je comprends mieux, par exemple, ma chef ou ma collègue que je ne supporte pas. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et chaque chapitre correspond à une problématique qui revient souvent chez les femmes atypiques. Donc, par exemple, le Barnum du Barnum. Donc, on connaît tous plus ou moins l'effet Barnum, c'est-à-dire la crainte, par exemple, de se penser quelque chose qu'on n'est pas. Mais, en fait, ce qu'on repère chez les femmes atypiques, c'est qu'elles ont tendance à se convaincre qu'elles ont cet effet Barnum pour ne pas creuser la piste qui est normalement faite pour elles. Donc, en fait, c'est une situation inverse qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Et ça, c'est intéressant parce que, au final, ça les empêche d'évoluer, ça les empêche d'aller vers leurs réels besoins et d'y répondre. Mais tu vois, tu as le syndrome de la caméléone, et j'ai pas mis caméléon parce que là encore c'est différent par rapport aux hommes, ou le syndrome de l'impostrice par rapport à l'imposteur. C'est encore une différence supplémentaire chez les femmes. Mais voilà, donc en fait, les profils, on va dire que ça correspond plutôt à une problématique que je propose en fait de travailler avec des exercices qui sont dans le livre. Ok. Est-ce que parfois quelqu'un peut se convaincre qu'il a justement un profil atypique alors qu'en réalité, il ne l'est pas? Et comment il peut vraiment avoir ce diagnostic pour avoir cette certitude qu'il a en effet une atypie? Ouais, c'est une question très légitime qu'on me pose souvent. Et alors, je pense que lorsqu'on se questionne, c'est qu'on est en recherche de réponses. Et c'est normal, en fait, de s'informer au départ. Donc, on va s'informer comment aujourd'hui? Bon, il y a les livres, mais je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux. Moi, je sais que sur mes réseaux, j'ai beaucoup de personnes qui, justement, viennent à moi avec ces premières interrogations. Et à un moment donné, en fait, arrive un cap. Une fois qu'on a pris toutes ces informations, arrive ce cap en disant « mais maintenant j'ai besoin d'être sûre ». Et souvent, en fait, mon travail ne consiste pas à affirmer ou infirmer quoi que ce soit. Les personnes, ça les rassure, donc elles avancent et à un moment donné, elles vont prendre rendez-vous avec un professionnel. Elles vont passer des tests. Alors on ne parle pas vraiment de diagnostic, mis à part pour certains troubles, mais je veux dire, en tout cas, elles ont besoin d'une analyse et d'un regard peut-être extérieur qui vont dire si oui ou non il y a une neuroatypie. Si c'est non, eh bien en fait, c'est très bien, ça veut dire qu'on enlève cette possibilité-là et on avance, c'est pas un échec, c'est-à-dire que, ok, au moins je ne suis pas ça, donc je vais chercher mes réponses ailleurs. Et c'est un premier cap. En général, les personnes, c'est assez rare qu'elles restent bloquées là-dessus, en fait, qu'elles restent bloquées là-dessus en disant, ah ben c'est bon, tout s'explique par ça. Ça arrive, je dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est vraiment assez rare.
Je pense qu'il y a un effet de mode qui nous pousse à croire ça, alors que moi, en pratique, et quand on en parle à d'autres professionnels, on se rend compte que sur le terrain, pas du tout. Les gens, une fois qu'ils se questionnent, soit ça les soulage et ils passent à autre chose, en fait, dans leur vie, parce que c'était juste à un instant T, ils avaient juste besoin d'être soulagés, mais comme on pourrait être soulagés par autre chose, en fait, et elles passent à autre chose, soit vraiment ça les travaille, et elles vont chercher des réponses auprès d'un professionnel qualifié. Donc, il y a peu de risques, en fait, de s'enfermer sur une neuroatypie pendant un long moment, alors qu'on n'est pas du tout concerné. Et justement, avant, on parlait du fait que parfois, on s'entend moins bien avec un collègue ou quoi, justement, parce que cette atypie prend le dessus. Donc, est-ce qu'en fait, l'insertion dans le milieu professionnel est plus compliquée ? Je pense que oui, en pratique oui, mais pas pour tout le monde. Là aussi, pas de généralité. Il y a un gros biais, c'est de croire que les personnes, en fait, notamment par exemple HP dont on parle souvent là, ces derniers temps, sont plus malheureuses. Mais en fait, pas du tout. C'est sûr que celles qui vont en fait consulter un thérapeute, c'est parce qu'il y a une problématique. Mais cette problématique n'est pas forcément liée à leur HPI. En fait, il y a ce biais-là. Mais en fait, toutes les personnes neuroatypiques ne vont pas consulter ou n'ont pas des problématiques, ou bien en tout cas, pas plus que quelqu'un qui est neurotypique. Par contre, dans le monde du travail, ça peut générer... Alors moi, j'aime bien dire, en fait, le parallèle de dire que la neuroatypie, c'est comme un exhausteur de goût. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme cette petite pincée de sel, c'est-à-dire que ça va relever le goût. Donc, si tu as une problématique de base, par exemple, de perfectionnisme, voilà, effectivement, alors qui n'est pas propre à la neuroatypie, bien toutes les personnes neuroatypiques ne sont pas perfectionnistes, et encore une fois, tous les perfectionnistes ne sont pas neuroatypiques, attention. Mais si on prend ça, eh bien la neuroatypie, elle va forcément appuyer encore plus dessus. Ça va être encore plus à outrance. Il va y avoir une intensité supplémentaire. Et donc oui, dans la sphère professionnelle, je pense qu'il est encore plus en fait conditionné, ou on doit être encore plus conditionnable que dans notre sphère personnelle, eh bien ça va poser problème. Ça va poser problème tant au niveau social que même au niveau des attentes. Au niveau du travail, par exemple, ça peut être des profils qui sont plus soumis au burn-out parce que vraiment à fond, à vouloir tout bien faire, ou bien au bore-out aussi, se dire je m'ennuie. Donc là, on est sur des profils plutôt multipotentiels qui ont besoin de plusieurs choses. Et malheureusement, l'entreprise dans laquelle ils sont, l'institution, ne peut pas suivre en fait, n'a pas du tout ça. Et ça peut aussi générer des jalousies. Parce que, par exemple, on fait plus vite ou plus de tâches dans le même laps de temps que ses collègues. Et les collègues n'apprécient pas spécialement parce qu'ils ressentent une sorte de pression, alors même s'il n'y en a pas, mais il y a une sorte de comparaison très forte dans le monde professionnel. Donc oui, ça peut générer des problématiques, et bien que ça ne concerne pas tout le monde, quand il y en a, je pense que c'est important d'en parler, de ne pas les nier. Est-ce que les entreprises ont vraiment conscience de ces profils atypiques ? Là, je pense par exemple, si un profil atypique va à un entretien d'embauche, je ressens le besoin d'en parler à son futur employeur. Comment il peut lui en parler sans être jugé et justement que ce soit un frein à son embauche ? Oui. Alors, à ta première question, à savoir si effectivement toutes les entreprises sont sensibilisées, pas du tout. Et c'est tout mon travail, c'est justement de continuer de faire des conférences en entreprise pour sensibiliser, parce qu'en fait, déjà, des fois, c'est pas du tout connu, alors là, c'est le vide total, ou bien, il y a énormément de préjugés sur la question, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde de l'entreprise, ils ne voient encore que le côté négatif, alors même que ce sont des véritables trésors. C'est-à-dire que si on sait développer le potentiel de ces personnes, mais ce sont des trésors pour l'entreprise, parce que ce sont des profils, justement, qui ont souvent 20 ans, 30 ans d'avance. Alors parfois, c'est un peu trop avant-gardiste, ok, mais je veux dire, c'est toujours intéressant comme profil. Et il faut savoir, en fait, je pense, pour un employeur, comprendre, en fait, chaque particularité des personnes. Alors, bien sûr, on ne peut pas respecter toutes les singularités des uns et des autres, mais s'il y a, en fait, une connaissance de ces neuroatypies, en tout cas, il y aura moins d'appréhension des deux côtés. Alors, à savoir s'il faut en parler lors de son entretien d'embauche, là, j'ai envie de dire, c'est vraiment au cas par cas. Je pense que si on est à l'aise soi-même avec ça, si on a une bonne connaissance de ces neuroatypies, on sait très très bien comment en parler, en fait. Et on sait en fait les besoins qu'on a, et si l'entreprise, ça va être en concordance avec nos besoins. Alors ça, c'est donc quand on a la chance de pouvoir trouver l'emploi qu'on veut, bien sûr. Je sais bien que dans la pratique, on prend parfois le travail qu'on nous propose. Mais encore une fois, je pense que c'est une véritable force de mieux comprendre ces neuroatypies, parce que du coup, on sait mieux les expliquer, on les assume. En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que si moi j'en fais un complexe, si j'ai la sensation d'être un boulet, si je me dis que je ne vais pas pouvoir m'adapter, eh bien, il est évident que lorsqu'on va me faire une réflexion sur mon attitude, sur ma manière de faire, ça va venir, en fait, encore plus creuser ma faille. Je ne vais pas savoir faire face.
je vais donner en fait de la légitimité à ces dires alors qu'en fait pas du tout, en tout cas on pourrait le travailler et au final ça sera mauvais. Si je sais en fait que je suis neuroatypique, que je l'assume, alors soit je le dis, soit je le dis pas, ça je veux dire ça ne change absolument rien. En attendant, face à une remarque, face à une difficulté, je vais mieux savoir en fait, je serai plus armée pour soit communiquer dessus, soit en fait arriver à en faire quelque chose de positif. Tout à fait. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que pour finir, tu aurais un conseil pour tous nos éditeurs ? Je dirais qu'il faut en fait faire table rase de tous les préjugés qu'on a sur la question. Aujourd'hui, on assiste à un gros boom dans le milieu francophone sur les neuroatypies et c'est génial, ça fait 20 ans qu'on y travaille, donc enfin. Mais le souci de ce gros boom, c'est qu'on entend un peu de tout. Alors c'est pas grave, il faut savoir faire le tri, c'est pas évident sur internet, donc c'est pour ça que je peux que proposer aux gens, allez voir un professionnel formé et continuez, en fait n'ayez pas peur. En fait, il y a aussi un côté, et je le vois beaucoup chez les femmes, elles veulent pas en fait légitimer ces questions. Il y a souvent qui suis-je moi pour oser penser ça de moi. Mais en fait, c'est bien, mais en fait le professionnel il vous jugera jamais puisque c'est son travail en fait. C'est justement de creuser cette question. Donc jamais il vous jugera de penser ça de vous. Et là encore, ça vient sur un préjugé. Sur un préjugé, genre je me pense supérieure. Je veux pas que les gens me pensent supérieure. Mais ça n'a rien à voir. C'est une différence. Mais comme, je sais pas, il y a des gens qui sont grands, d'autres petits, des blonds, des bruns, des couleurs différentes. Eh ben voilà, il y a des neuroatypies. Il y a des fonctionnements cognitifs qui sont différents. Ni plus ni moins. Donc je pense que c'est très important déjà de se dire, mais j'ai le droit, j'ai toute la légitimité de me questionner sur mon fonctionnement en fait. Et ça concerne personne d'autre. Et il n'y a pas à avoir honte, et il n'y a pas à chercher une légitimité à l'extérieur. Parce que cette légitimité, je peux me la donner déjà à moi. Donc ça, c'est vraiment un conseil très important parce que il faut se dégager un peu de tous les a priori, de toutes les idées reçues qu'on a sur ce sujet. Ok, merci beaucoup Elodie pour ton expertise sur le sujet. C'était vraiment un plaisir de s'intéresser un petit peu à ce sujet un peu moins sur le devant de la scène. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci. Et je vous dis à bientôt chers auditeurs pour un nouvel épisode de Cactus.